Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour mon top 5 de ces livres classiques de la science-fiction que je vous invite très fortement à découvrir. La science-fiction ce n'est pas du tout mon genre de prédilection à la base, mais c'est vrai que c'est quand même un genre qui m'intéressait. J'avais pu lire certains romans science-fiction assez classiques dans le cadre de mon TPE en première S qui alliaient le français à travers la science-fiction avec la biologie. Et finalement, à la fin du lycée, j'ai eu envie de découvrir un petit peu plus de ce genre-là. Et du coup, j'ai décidé de commencer par les valeurs sûres, par ce qui est vraiment considéré comme les classiques du genre. Et c'est vrai que j'ai quand même fait de très bonnes découvertes. Et donc du coup, c'est de ces livres-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Du coup, forcément, j'ai pas lu tous les classiques de la science-fiction et ce top peut être soumis à une évolution si dans le futur je lis certains livres de science-fiction qui vraiment me plaisent énormément. Mais je pense que c'est quand même déjà une bonne base pour les personnes qui s'intéressent au genre et qui ne savent peut-être pas trop par où commencer. Je vais donc attaquer tout de suite. Je vous présente 5 livres. Il n'y a pas vraiment un classement. On va dire que parmi les 3 premiers, ce sont vraiment 3 livres que j'adore. Et du coup, la décision dépendra plus de ce qui vous intéresse vraiment. En 5e position, je vais donc vous parler de Niurk de Stéphane Voul, qui est paru en 1957 et qui est le seul roman français de ce top. On y retrouve un enfant noir qui est forcé de fuir sa tribu et qui décide de partir vers Newark. On comprend assez rapidement que Newark est le futur de New York. Et cet enfant qui décide de partir, en fait, va partir là-bas parce qu'il pense sincèrement qu'il pourra trouver là-bas un remède pour la Terre et pour comprendre pourquoi est-ce que maintenant la Terre a autant changé et pourquoi est-ce que maintenant c'est si horrible sur Terre, puisque dans ce monde, il faut bien le dire, la Terre est peuplée de monstres, elle est radioactive, les océans se sont pas mal évaporés, une grande partie de la Terre est composée par un très grand désert, enfin voilà, tout ça n'est pas très accueillant. Notre enfant va donc décider de partir, il se pose pas mal de questions et en même temps on le suit, il a une certaine forme de naïveté qui est assez touchante et pour ma part je me souviens que j'avais bien apprécié ce livre. En plus de ça, il a l'avantage d'être quand même assez adapté à un public jeunesse, plus que les suivants je pense. Et du coup voilà, il est assez accessible, l'histoire est assez sympa, par contre bon voilà, c'est vrai qu'il y a quand même le côté un peu écolo. Mais pour autant, je garde vraiment un bon souvenir de ce livre. Je l'avais lu dans le cadre du coup de mon TPE, même si finalement ce n'était pas ce livre-ci qu'on avait décidé de retenir. Mais en tout cas, je l'avais bien apprécié. En 4e position, je vais vous parler de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que j'ai ici dans une vieille édition de Noël chez Présence du Futur, qui à mon avis n'existe plus depuis longtemps, ou qui en tout cas a dû beaucoup changer de visuel à mon avis. Donc Fahrenheit 451, pour le coup celui-ci est vraiment un classique et beaucoup plus connu que Newark. On y retrouve donc Montag qui est un pompier dans un état complètement totalitaire, sauf que dans cet état totalitaire les pompiers ne servent pas à éteindre les feux mais à les allumer, et plus spécifiquement à allumer les feux de livres, donc à faire des autodafés, puisque les livres sont considérés par l'État totalitaire comme étant une grande source de danger qui pourrait donner des mauvaises idées à la population et leur donner des idées notamment quand même de rébellion. Du coup, notre héros finalement va s'intéresser au livre qu'il brûle. En fait, il va faire la rencontre d'une femme et finalement elle va un petit peu le pousser à lire tout ça et à se pencher un petit peu plus sur la question. J'avais donc bien apprécié ma lecture. C'est un livre assez court qui fait un petit peu moins de 200 pages. L'histoire est vraiment intéressante, mais par contre c'est vrai que quand même c'est d'assez loin le livre le plus compliqué à lire de tous ceux que je vous présente. Le style est quand même assez daté, peut-être un petit peu du coup désuet. Et du coup voilà, il faut quand même un petit peu s'accrocher pour le lire, c'est loin d'être le plus facile à lire, mais pour autant c'est vraiment un classique du genre et je suis quand même contente de l'avoir découvert cet été.
En troisième position, j'ai décidé de vous parler d'Isaac Asimov et plus spécialement à travers sa série Fondation. La série Fondation en fait est composée d'une trilogie vraiment centrale autour de laquelle s'articulent 2 livres qui se passent pas mal d'années plus tard et 2 livres qui se passent pas mal d'années avant. Pour ma part, j'ai donc lu pour l'instant uniquement la trilogie centrale, dans laquelle on suivait donc Hari Seldon, qui est un psychohistorien qui va donc en fait prédire l'avenir de la galaxie dans laquelle il vit. Sauf que dans cette prédiction, il prévoit entre autres 30 000 ans de désespoir et de ténèbres. Et donc tout va un petit peu être mis en œuvre pour essayer d'arranger ça, même si bon, beaucoup de personnes n'y croient pas. Mais ceux qui y croient essayent quand même de voir s'il n'y aurait pas moyen d'arranger un peu tout ça. C'est une série que j'avais beaucoup appréciée. Tout d'abord par les narrateurs quand même assez nombreux, puisque le personnage principal change d'un livre sur l'autre, voire d'une partie du livre à une autre. Hari Seldon, finalement, on va le suivre que au début, et même si son nom est retrouvé après dans tous les tomes suivants, il n'est plus là en tant que personnage, puisque les tomes se déroulent déjà sur plusieurs centaines d'années, il me semble. En tout cas, la trilogie principale doit couvrir peut-être 300 ans, quelque chose comme ça. Par contre, ce livre-ci, à mon avis, plaira beaucoup aux amateurs de vaisseaux spatials, de galaxies, d'aventures, d'action, parce que vraiment, voilà, on retrouve complètement de tout ça dans ce livre. Au niveau de l'écriture, c'est quand même beaucoup plus accessible que Fahrenheit 451, même si ça date à peu près de la même période. Le premier tome est sorti en 1957. Mais voilà, c'est une série qui est vraiment intéressante par son côté très action et par son originalité. Et donc voilà, c'est vraiment un classique de la science-fiction. Et pour ma part, c'est une série que avec laquelle j'avais bien accroché. Je pense lire les suites. Les préquels, je suis pas encore sûre, mais les suites, je pense que je les lirai un jour. Et toujours du même auteur, il y a également donc la série Les Robots. À nouveau, ici, c'est le tome 2. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier, dans lequel on suivait Suzanne Calvin, qui est robot psychologue, et qui donc en fait racontait des nouvelles en rapport avec chaque génération de robots qui ont été créés par la marque pour laquelle elle travaille. Il me semble que ce sont les 2 ou 3 premiers tomes qui sont sur ce schéma-là, et après seulement il y a vraiment une histoire à part entière qui s'installe. Et du coup voilà, j'ai très envie de continuer cette série, notamment pour arriver à la vraie histoire. Mais elle est plutôt sympa aussi. Ensuite, en deuxième position, ça devient beaucoup plus compliqué de choisir. J'ai donc décidé de vous parler du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est un livre qui lui a été écrit en 1932, donc quelques années quand même avant les autres. Et c'est finalement donc sur celui-ci que j'avais fait mon sujet de TPE de première S, qui s'intitulait donc La création d'un état mondial de clones à la manière du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Comme vous l'aurez compris, on retrouve donc un état mondial de clones dans ce livre. Et donc tout le monde est un clone, il y a en gros des séries de clones qui existent. Ce qui permet très clairement de complètement contrôler la pensée des personnes, puisque déjà il y a beaucoup de choses qu'elles ne connaissent absolument pas. Pour commencer, tout ce qui est du domaine de l'amour, de la sexualité, etc. Puisque tous les bébés sont juste conçus dans des éprouvettes. Voilà, puisque ce sont des clones, il n'y a pas de vraie grossesse ou quoi que ce soit. Et donc dans cet univers-là, on suit un héros qui, comme on peut s'en douter, va se rendre compte un petit peu de tout ça et va décider, va commencer déjà à se poser beaucoup de questions, à poser des questions, et puis va finalement un petit peu se rebeller contre tout ça. Dans ce livre, le sujet de l'état totalitaire était très intéressant et très bien traité au niveau par exemple des discours de propagande, etc. C'était vraiment quelque chose de très très bien vu. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un petit peu particulier pour ce livre par sa date d'écriture, puisque pour les autres, il parle pour la plupart d'un état totalitaire, mais ils ont été écrits dans les années 50 et donc après tout ce qui était nazisme, etc. Et du coup, voilà, ils pouvaient déjà un peu plus se servir de l'histoire pour écrire en quelque sorte le futur. Sauf que dans le meilleur des mondes, tout ça n'était pas encore arrivé et pourtant c'est décrit avec beaucoup de justesse et c'est assez impressionnant de ce côté-là.
et c'est pour ça que ce livre est un petit peu considéré comme un roman d'anticipation. Et du coup voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, on fait beaucoup de parallèles quand on le lit en tant que lecteur. Moi je me souviens que j'avais fait beaucoup de parallèles et forcément l'auteur en a fait beaucoup aussi. Et c'est pour ça que pas mal d'années plus tard quand même, il avait sorti Retour au meilleur des mondes, qui pour le coup n'est pas une histoire, n'est pas une fiction, on ne retrouve pas notre héros. Et on retrouve seulement Aldous Huxley, l'auteur, qui nous parle de son analyse de ce livre aussi, et de l'histoire, de ce qui s'est passé entre-temps. On sent qu'il a été énormément marqué par tous les événements qui ont pu se produire et qu'il est aussi très très marqué par les parallèles avec son livre, avec ce qu'il a pu écrire. Et voilà, il dit en quelque sorte que qu'en tant qu'auteur, tu peux écrire à peu près tout ce que tu veux, tu peux prévoir les pires horreurs pour que ton livre fasse plus vrai, mais au final, quand ça arrive vraiment et quand c'est à ce point-là aussi affreux, et ben ça fait bizarre quoi. Il dit que voilà, il s'est senti très gêné par rapport à tout ça et forcément, ça se comprend. Et du coup, c'est vrai que c'est un livre un petit peu particulier, Retour au meilleur des mondes. Mais bon, pour autant, le meilleur des mondes n'est pas sur cette note-là. Il est sur, c'est juste un roman en quelque sorte, mais il est vraiment très très intéressant. Et au niveau du contrôle, des clones, du totalitarisme, enfin voilà, j'avais beaucoup accroché. Je l'ai lu plusieurs fois pour mon TPE et en plus de ça, j'avais quand même dû pas mal approfondir ma lecture et mon analyse du livre afin de pouvoir le présenter et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et du coup, en première position, j'ai décidé de vous présenter donc 1984 de George Orwell, qui est paru celui-ci donc en 1950. À nouveau, ça se passe donc dans un état totalitaire qui est celui-ci très connu pour le Big Brother is watching you, puisque donc le chef de cet état totalitaire est donc Big Brother, le grand frère, et qu'en effet Big Brother voit tout le monde et contrôle tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des caméras absolument partout, donc dans la rue, au travail, mais aussi chez les personnes, dans leur salon, dans leur chambre, absolument partout, tout est sous surveillance, tout est contrôlé. Et jusqu'au point que même le langage est contrôlé à travers la langue qu'a créée donc George Orwell dans ce livre, à savoir le novlangue, qui est une langue qui a pour principe de réduire au strict minimum ce qui peut être exprimé afin de vraiment limiter la pensée des personnes et afin de réduire complètement toute possibilité de rébellion contre l'État totalitaire. En plus de ça, la propagande est très présente dans ce livre et du coup voilà, tout ça est vraiment très intéressant et j'avais beaucoup apprécié. C'est un petit peu la base de la dystopie et vraiment je vous le recommande. En plus de ça, je me souviens que c'était quand même plutôt accessible, que ça se lisait plutôt bien, même s'il est plus long que les autres qui font tous maximum 300 pages. Celui-ci est un peu plus long, mais je me souviens que je l'avais lu quand même assez facilement et que j'avais beaucoup apprécié le découvrir. Je regrette de ne pas l'avoir eu à lire, de ne pas avoir eu à l'analyser en cours de français au lycée. Je sais que beaucoup de personnes l'ont lu dans ce cadre-là, pour ma part ça n'avait pas été le cas, mais je suis vraiment très contente de l'avoir lu après de moi-même et je vous encourage très vivement à le lire. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, j'espère ne pas avoir trop tout mélangé, je pense que ça va. Et puis n'hésitez pas à me dire quels sont pour vous les classiques de la SF, les livres de la SF que vous avez beaucoup appréciés ou votre avis sur les livres que j'ai présentés si vous les avez lus. Et puis sinon je vous dis donc à très bientôt et puis je vous embrasse, salut!